Création par l'État d'un fonds d'indemnisation des entreprises victimes et l'examen rapide par le comité macroéconomique du document des 39 mesures en faveur de l'industrie. Voilà en substance les propositions de sortie de crise du Conseil national du patronat restituées ce matin au ministre du Commerce et de l'Industrie. La chronique santé du jour s'intéresse au programme élargi de vaccination pour la réduction de la mortalité infantile. L'État a décidé d'offrir aux enfants de 0 à 9 mois un certain nombre de vaccins aujourd'hui. Le Mali est à 7 vaccins contre 10 maladies mortelles chez les plus petits, avec une faible mobilisation. Quels sont les problèmes qui freinent l'atteinte des objectifs de réduction de la mortalité infantile? Les réponses dans le magazine Santé de cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué à l'occasion du déplacement à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, devant prendre part à la 42e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le mardi 26 février 2013. Les membres de la délégation présidentielle à 10 h, les membres des corps constitués désignés à 10h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 11 h. Une délégation de sénateurs français en séjour au Mali a été reçue par le président de la République par intérim. Elle est composée de personnalités politiques de la gauche et de la droite française. Avec le professeur Dioncounda Traoré, il a été question de la situation sécuritaire au nord du pays, de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation, ainsi que de la refondation des forces armées maliennes. Nous vous proposons d'écouter respectivement Gérard Larcher et Jean-Pierre Chevènement. Ils sont au micro de Soumaïla Berté. Naturellement, avec le président de la République, nous avons d'abord salué la décision qu'il avait prise de faire appel, j'allais dire, à la France et saluer l'action de nos forces armées qui sont aux côtés des forces armées maliennes et des forces africaines. Et en même temps, aujourd'hui, l'action militaire doit conduire à la paix. Et la paix, c'est pour le Mali de recouvrer l'ensemble de l'intégrité de son territoire et entamer le dialogue. Voilà pourquoi nous avons longuement parlé de la mise en place de la commission du dialogue et de la réconciliation. Nous avons parlé aussi de développement. Nous avons parlé aussi de la refondation des forces armées maliennes et des relations entre nos deux pays et l'ensemble de la région. Nous avons abordé le problème de la commission de dialogue et de réconciliation en souhaitant que tout le monde puisse y trouver sa place, dès lors que naturellement l'intégrité du Mali et sa laïcité seraient reconnues. Mais il est important qu'on réconcilie les gens qu'il faut réconcilier. Et cela est nécessaire pour que, pour la suite, nous ayons un contexte politique assaini qui sera la vraie victoire. Car la vraie victoire n'est pas seulement militaire. Le Mali doit s'affirmer par lui-même. Le Mali est un État indépendant, c'est une république à laquelle nous avons apporté secours. Les deux sénateurs français également reçus en audience par le Premier ministre Diango Sissoko, Gérard Larcher et Jean-Pierre Chevènement, qui sont aussi membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et comme il fallait s'y attendre avec le Premier ministre, il a été question de la situation de crise que traverse le Mali et les stratégies de sortie de crise. L'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali, le sujet était également au centre des échanges que le président de l'Assemblée nationale par intérim a eu avec son homologue français, Claude Bartolone, en visite officielle à Paris. Le professeur Younousi Touré a été reçu par le président de l'Assemblée nationale française. Younousi Touré et Claude Bartolone, à la fin de leur entretien, ont été interrogés par Makanfin Konati. Nous avons une coopération avec l'Assemblée nationale française. Il est bon que de temps à autre, on vienne leur faire le point de la situation qui prévaut au Mali. Vous savez qu'on vit une double crise à la fois sécuritaire et politique. Donc nous sommes venus dire
l'évolution de la situation depuis l'adoption de la feuille de route politique. L'armée française joue un rôle extrêmement important, n'est-ce pas, dans la libération des territoires précédemment occupés par les terroristes. Non seulement elle a stoppé l'avancée des assaillants, mais elle est en train de sécuriser les zones qui ont été libérées avec l'appui de l'armée malienne et des forces de la MISMA. Le peuple malien est reconnaissant, n'est-ce pas, pour cet acte. C'est une libération, n'est-ce pas, du peuple malien. Nous avons dit à nos amis maliens, à la fois la volonté qui est celle de l'Assemblée nationale de soutenir les forces françaises engagées au Mali pour permettre au Mali de retrouver toute son entité territoriale. Et puis nous avons affirmé à nos amis maliens notre volonté de les soutenir, bien entendu, dans cette phase démocratique qui doit commencer à apparaître d'ici les prochaines élections pour permettre la réconciliation de tous les Maliens, aussi bien à Bamako qu'entre Bamako et le Nord. Et puis j'ai réaffirmé au président de l'Assemblée malienne la volonté de la France d'être aux côtés du Mali dans ce processus démocratique, à la fois pour soutenir les initiatives qui doivent être prises auprès des Nations Unies, notamment pour permettre qu'il y ait des observateurs qui soient là pour montrer que la transition démocratique se fait dans les meilleures conditions possibles, et puis aider nos amis députés maliens pour qu'ils puissent avoir une assemblée qui corresponde à cette attente de démocratie qui existe au Mali aujourd'hui. Une autre personnalité malienne se trouve en mission en Europe. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiéman Hubert Coulibaly, qui a quitté hier Bamako pour Bruxelles. À Bruxelles, dans la capitale de l'Union européenne, il participera à la réunion spéciale des ministres européens chargés du développement relative à l'appui et à la reprise de la coopération avec le Mali, qui se tiendra le 26 février prochain. Suite à la crise institutionnelle et sécuritaire qui affecte le tissu économique du Mali, l'État et le secteur privé ont mis en place une commission mixte. Elle regroupe les représentants d'une dizaine de départements ministériels et a pour objectif d'examiner les préoccupations du Conseil national du patronat du Mali afin d'y apporter des solutions. Et justement, cette commission vient de restituer les résultats de ses travaux. Le document met l'accent sur la création par l'État d'un fonds d'indemnisation des entreprises victimes et l'examen par le comité macroéconomique du document des 39 mesures en faveur de l'industrie. Bourama Traoré. Quand un problème est commun, la recherche de solutions nécessite une démarche participative. Tel semble être compris par le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Conseil national du patronat du Mali. Deux entités décidées à trouver ensemble des solutions idoines aux préoccupations du secteur privé. Il y a 6 semaines, faisant suite à la saisine de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, sur vos préoccupations, nous nous sommes retrouvés dans cette salle au chevet de notre secteur privé, très touchés par les différentes crises que notre pays connaît au plan sécuritaire, économique et social. Une des décisions qui a marqué ce jour notre rencontre a été la mise en place d'une commission mixte de travail État-secteur privé pour examiner les préoccupations du patronat dans le contexte de la crise actuelle. Cette commission mixte est composée des représentants d'une dizaine de départements ministériels. Après 45 jours de réflexion et d'échange, la commission vient de rendre public son rapport, lequel contient les principales préoccupations du secteur privé. Il s'agit de la création par l'État d'un fonds d'indemnisation des victimes de guerre avec l'implication du secteur privé malien. L'accompagnement au cas par cas des entreprises en difficulté, notamment celles de l'hôtellerie, du tourisme, de l'artisanat et des BTP. La suppression des cotisations de l'AMO par employeur des entreprises dont les employés n'ont pas adhéré à l'AMO. Autant de défis qui doivent être relevés pour la relance de l'économie nationale. Pas d'inquiétude, rassure le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour qui la plupart des préoccupations du secteur privé sont déjà prises en compte dans les plans d'action de la feuille de route du gouvernement. Éclairage du ministre Konaté. Nous avons retenu l'indemnisation des victimes de la crise avec l'adoption d'une loi sur l'indemnisation ou au besoin la relecture de la loi actuelle pour prendre en charge les personnes morales. Nous avons retenu également la mise en œuvre des mesures d'allègement fiscaux inscrites dans l'annexe fiscale de la loi des finances 2013. La baisse du taux de l'IS de 35 à 30%,
l'introduction du taux réduit de la TVA de 5%, la baisse du taux de l'impôt sur les revenus fonciers de 15 à 12%. Nous avons retenu la baisse du taux de la taxe sur les plus-values de cession immobilière de 25 à 5%. Nous avons retenu également l'examen au cas par cas des arriérés fiscaux dus par les entreprises dans les régions du Nord. Le ministre du Commerce et de l'Industrie de conclure par cet engagement, celui de soumettre le plus rapidement possible les rapports de la commission mixte sur les préoccupations du secteur privé au Premier ministre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité ce matin l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Messaoud Ould Mohamed Labib a pris connaissance des difficultés qui entravent le fonctionnement de cette université. Parmi elles figurent l'effectif pléthorique, la corruption ou encore l'insuffisance d'enseignants à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. 200 enseignants s'occupent de l'encadrement de 30 000 étudiants, soit une ration d'un enseignant pour 150 étudiants. Le ministre a signalé au cours de sa visite que l'accent doit être mis sur la formation des formateurs, cela pour remédier à l'insuffisance d'enseignants. Les forces vives et les différents regroupements politiques s'unissent pour l'unité du Mali. Ils ont signé une plateforme dans ce sens cet après-midi. Au cours de cette cérémonie, une déclaration commune a été lue, déclaration dans laquelle les signataires exigent la présence de l'armée malienne à Kidal et demandent la solidarité de la communauté internationale pour la mise en exécution rapide du mandat d'arrêt lancé contre les membres du MLA, Moujao et ACMI. Mohamed Diarra, reportage. C'est un pas important qui vient d'être franchi dans la réconciliation des Maliens. Les forces sociopolitiques du Mali ayant décidé de parler désormais d'une même voix pour la paix et la reconstruction du pays. Elles viennent de matérialiser cet engagement par la signature d'une plateforme. L'acte est la phase finale d'un long processus. À travers la déclaration commune, nous sommes profondément convaincus que les patriotes maliens, hommes, femmes, jeunes et vieux, n'ont d'autre choix que de renforcer l'unité nationale et de parler d'une seule voix dans l'unité d'action pour soutenir les institutions de la transition et tous les corps d'armée du Mali et de tous les pays amis. Dans une déclaration commune, les signataires de la plateforme réitèrent leur soutien et leur reconnaissance aux forces maliennes, à celles de la MISMA et aux militaires français. Ils condamnent les exactions commises par les groupes islamistes sur la population des régions occupées. Ils demandent la présence des forces maliennes à Kidal, tout en rejetant toute idée de séparation du territoire. Nous manifestons notre préoccupation par rapport à la situation qui prévoit actuellement à Kidal et demandons la présence de l'armée nationale dans cette localité, partie intégrante de la République du Mali. Les signataires de la plateforme demandent aussi la solidarité internationale pour que justice soit rendue. Nous, organisation de la société civile, regroupement sociopolitique, organisation confessionnelle, professionnelle et consulaire, proclamons notre attachement à la justice et réclamons par conséquent l'exécution diligente des mandats d'arrêt lancés par la justice nationale et internationale contre les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de violations graves des droits humains. Ce n'est pas tout. Les signataires du document demandent au gouvernement l'organisation des élections libres dans les délais indiqués, avec la participation de l'ensemble des Maliens. Auparavant, l'assistance avait observé une minute de silence en la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Démarrage des travaux d'un atelier qui lance le projet de renforcement des capacités de la République du Mali pour la mise en œuvre de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques organisée par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. La session regroupe une cinquantaine de participants qui élaboreront une charte sur la coordination interministérielle en matière de gestion des produits chimiques. Nando Dambélé pour le compte-rendu.
La gestion des produits chimiques soulève une vaste gamme de considérations dont chacune peut être abordée par un certain nombre de ministères, d'organisations ou d'unités au sein du gouvernement, ainsi que par des parties non gouvernementales. Pour assurer une approche nationale plus intégrée à la gestion des produits chimiques, il est souhaitable de compter sur un mécanisme de coordination pour permettre aux différents intervenants d'échanger. C'est dans cette optique que s'inscrivent les présentes assises de Bamako. Mes attentes, c'est l'atteinte des objectifs, n'est-ce pas, que vise ce projet. Ces objectifs, c'est quoi? Mettre en place, disons, une coordination nationale, n'est-ce pas, pour la gestion économiquement rationnelle des produits chimiques, aussi d'étudier et de mettre en œuvre un plan d'action. Il s'agit donc pour les 50 participants à ces travaux d'élaborer une politique pour la participation des parties prenantes, développer un mécanisme d'échange et d'information et enfin définir le rôle et la responsabilité des parties prenantes dans la réalisation des activités. Le Mali actuellement prend une part active dans les négociations intergouvernementales pour l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure. Cet autre métal qui est la cause d'effets toxiques incommensurables sur la santé et l'environnement et dont la 25e session du conseil d'administration du PNUE a recommandé qu'il fasse l'objet d'une convention. L'atelier est organisé par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement avec l'appui technique et financier de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Actualité régionale avec la fin de la tournée du ministre de l'Agriculture dans la région de Kayes. Les cercles de Bafoullabé et Kita étaient les dernières étapes. À Bafoullabé, il a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des chantiers des périmètres irrigués de Bakoui et de Kamankole. De Kayes, la correspondance de Diafar Haïdara. À Bafoullabé, troisième étape de sa tournée en première région, le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, a visité le chantier du périmètre irrigué de Bakoui qui a une superficie de 50 hectares. Le taux d'avancement des travaux est de 90%. Il est prévu un système d'irrigation par canaux à ciel ouvert d'une capacité de 80 litres par seconde. Le coût d'aménagement est de plus de 401 millions de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale à travers l'OMVS. Le deuxième périmètre visité par le ministre est situé à Kamankole ou Danvarabougou, vaste de 27 hectares et d'un coût de plus de 228 millions. Il présente les mêmes caractéristiques que le premier. Les deux périmètres seront exploités par les femmes qui produiront du riz et des légumes pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans ces localités. J'ai donné l'instruction et je veux que ces périmètres soient fonctionnels avant le démarrage de la campagne agricole. À Manantali, le ministre s'est rendu sur le périmètre B, où le gouvernement et ses partenaires ont investi plus de 6 milliards de francs CFA, mais le constat fut amer, car ce périmètre reste inexploité malgré ce gros investissement. Je suis un peu resté sur ma faim et je voudrais échanger avec les techniciens pour comprendre pourquoi le périmètre n'est pas exploité. Et les investissements essentiels qui sont nécessaires à la mise en valeur des parcelles sont terminés. Sont terminés depuis 2009. Des mesures qui s'imposent seront prises parce que ce n'est pas possible qu'on investisse plus de 6 milliards dans un projet et que ce projet ne fonctionne pas. Pour les producteurs, l'eau n'arrive pas au niveau des parcelles. Pour l'administration, les parcellaires relèvent des producteurs. Donc il y a une mauvaise interprétation des choses. Le ministre a fait escale à Niantasso où il a visité le périmètre irrigué de 50 hectares aménagé par le PEDRIC et le jardin maraîcher des femmes. La visite du ministre de l'Agriculture, première du genre dans la région de Kayes, a pris fin dans le cercle de Kita où il a visité une école d'alphabétisation à Tambaga. Et nous restons dans la région de Kayes avec l'inauguration d'une banque de céréales à Djangoumane dans la commune de Diema, construite à la demande de la population pour assurer sa sécurité alimentaire. Elle est financée par le programme d'appui au développement communautaire PADEC, envoyés spéciaux Mamadou Bagayoko et Adama Kamara. Dans le village de Djangoumane, à 30 km de la commune de Diema, les populations sont confrontées à des problèmes souvent essentiels pour le bien-être, comme la sécurité alimentaire. Et le PADEC, conformément à sa mission,
y a ouvert une banque de céréales en vue d'assurer la disponibilité de ces denrées pendant toute l'année à plus de 14 millions de francs CFA, avec une participation de 5% du village. L'opportunité aujourd'hui nous a été donnée d'accompagner Madame la directrice du PADEC qui a réalisé cette banque de céréales sous la demande de la population. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du projet, c'est que c'est un projet qui tient compte des besoins des populations afin de pouvoir leur apporter une réponse. Toutefois, l'accès à l'eau potable reste un défi. C'est une zone difficile, ce n'est pas seulement ce village. Toute cette zone-là, le cercle de Diema en particulier, il y a beaucoup de difficultés à avoir de l'eau. Les forages sont souvent négatifs. C'est comme ça, nous avons fait appel à des experts de l'hydraulique, ils sont venus, parce qu'on fait toujours les études avant d'essayer de faire un forage. Mais dans l'ensemble, on constate que vraiment il y a beaucoup de difficultés. En d'autres endroits, les forages réalisés ont pu satisfaire aux besoins d'eau, notamment à Koulikoro. Toutefois, les autorités sont déterminées à aider les habitants du Djangomandé. Les services nationaux qui vont prendre le relais, et c'est un axe important sur lequel nous avons discuté et nous souhaitons capitaliser l'expérience des différents projets pour que la vie puisse continuer après les projets. Le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, le PADEC et les populations du Djangomandé sont optimistes. L'avenir est radieux, même si le PADEC prend fin en décembre 2013. Toujours dans le souci de sécuriser la sécurité alimentaire ou d'améliorer la sécurité alimentaire, s'est tenue la 3e session du comité de pilotage du projet Amélioration de la productivité du riz en Afrique de l'Ouest. Les travaux ont démarré donc ce matin à Bamako. Et pour cette session, le projet qui dure 2 ans évalue les résultats enregistrés. Le plan d'action 2013, un projet qui, comme son nom l'indique, a permis d'améliorer la qualité du riz à travers la réduction du taux de rejet des semences de 9%. Agalia Gagissa. Le Mali est un pays essentiellement agropastoral et le développement des stratégies pour accroître la productivité agricole demeure la gymnastique quotidienne à laquelle spécialistes et décideurs se livrent. C'est dans ce contexte que le projet pour l'amélioration de la productivité en riz en Afrique de l'Ouest a vu le jour en 2010. L'objectif du projet a pour but de contribuer à l'accroissement de la production nationale de riz et subséquemment à l'atteinte de la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, à travers notamment la promotion de l'utilisation des semences de qualité, la sécurisation de la production des semences certifiées de riz. Les résultats enregistrés au cours des 2 années d'existence du projet sont encourageants malgré certaines difficultés. Des difficultés liées, entre autres, à l'accès au crédit agricole, l'absence d'une interprofession des acteurs de la filière. Au niveau de la semence, le projet a contribué à diminuer ce taux de près de 9%. Le projet a équipé davantage les acteurs, donc avec l'équipement de ces producteurs en matériel adéquat. Donc ils sont dans le calendrier, non seulement ils sont dans le calendrier, mais ils sont arrivés à améliorer et à augmenter leur production agricole. Au regard de ces résultats, les négociations en vue de prolonger la durée du projet ont porté fruit auprès des bailleurs de fonds. L'amélioration des acquis demeure donc le défi en cette dernière année du projet. Compte tenu des résultats probants que nous avons eu sur le terrain en matière de production, de transformation et de mise en marché, donc, pour pouvoir vraiment boucler correctement les résultats, donc on nous a prolongé ça jusqu'en fin 2013. Donc je pense qu'il faut peut-être aller à la consolidation de ce qu'on a eu à faire et aussi faire une extension de la zone. C'est dans cette perspective que les membres du comité de pilotage font un bilan afin d'élaborer un programme d'activité pour 2013. Actualité africaine avec ces précipitations samedi dernier dans la capitale rwandaise, Kigali, au cours de la tornade. Plusieurs arbres ont été abattus. On déplore également 3 morts et 2 disparus, des chiffres encore provisoires. De telles intempéries à Kigali, du jamais vu. Samedi après-midi, la capitale rwandaise est soudain noyée sous des torrents de pluie. Une tornade balaye même la ville. En quelques minutes, la majorité des quartiers sont inondés, dont celui très fréquenté de la gare routière. Autour de la gare, il y a eu des inondations. Les bâtiments des sociétés de transport ont été envahis par les eaux. C'est monté vite. Les bus ont été arrêtés avec les passagers dedans. C'était une pluie vraiment intense. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sur les routes du centre-ville, beaucoup d'arbres abattus par la tornade. Les automobilistes n'ont rien vu venir. Au plus fort du déluge, une voiture emportée par les vents violents tombe soudain dans cet égout à ciel ouvert.
Elle est repérée 50 mètres plus loin, mais il est trop tard. Après la forte pluie qui s'est abattue ici, nous avons vu les gens courir et aller vers la voiture tombée à l'eau. Nous avons fait des recherches à l'intérieur. C'est là que nous avons retrouvé 3 corps de femmes sans vie. Mais selon les gens, il paraît qu'il y avait aussi un enfant, mais on n'a pas retrouvé son corps. On ne sait pas si elle a été emportée par les eaux. Bilan provisoire, 3 morts, 2 disparus et beaucoup de dégâts matériels. Une 50aine de maisons auraient été détruites. La ville a dépêché une équipe spéciale pour dégager les rues et évaluer le désastre. L'actualité africaine en bref et en images nous amène en Centrafrique où les rebelles du Séléka demandent la libération de leurs prisonniers et le départ du contingent sud-africain. Nous ferons un tour en Algérie, mais avant, voyons tout près du Mali, en Côte d'Ivoire, où plus de 400 ex-combattants viennent d'intégrer la garde présidentielle, cela après 6 mois de formation. Dans l'enceinte de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ils sont 443 anciens combattants à participer à la cérémonie des épaulettes. Après 6 mois de formation, ces jeunes recrues, ennemis hier, se retrouvent aujourd'hui ensemble au sein de l'administration pénitentiaire. Au total, ils seront 2000 versés dans ce corps. Mais la Côte d'Ivoire doit gérer d'ici à 2 ans la reconversion de quelques 64 000 ex-miliciens, pro-Gbagbo ou pro-Ouattara confondus. Une cérémonie officielle en présence du Premier ministre a marqué dimanche le redémarrage du site gazier de Tigantourine dans l'Est algérien. La base de vie a été baptisée du nom de Mohamed Amin Lamar, jeune agent qui s'est sacrifié pour donner l'alerte le 16 janvier dernier quand le site a été attaqué par des terroristes islamistes. Au total, 37 otages étrangers et un Algérien ont perdu la vie, 29 ravisseurs ont été tués et 3 capturés. La rébellion centrafricaine du Séléka, toujours aux portes de Bangui, refuse de voir ses troupes être cantonnées. Elle exige de la part du président Bozizé la libération des prisonniers, la fin des arrestations et le départ du contingent sud-africain. Ce refus met en porte-à-faux les ministres de la rébellion qui sont entrés dans le gouvernement d'union nationale, chargé de gérer la sortie de crise. Retour à l'actualité nationale avec l'Association des jeunes pour le développement du Mali, AJDM de Tombouctou, qui a organisé une manifestation culturelle à la place Sankoré. Le but est de réitérer son soutien aux forces armées françaises, maliennes et de la MISMA. Autorités politiques et militaires ont pris part à l'événement et les troupes folkloriques ont montré tout leur savoir-faire, nous signale Yeya Tandina. L'Association des jeunes pour le développement du Mali, AJDM, en organisant cette fête à la place Sankoré, a voulu manifester toute sa reconnaissance et son soutien aux forces armées françaises et maliennes. L'initiative a été saluée par tous les différents responsables qui se sont succédés au micro. Et l'émotion était grande pour les officiers. C'est des larmes d'émotion et de joie à la fois. Le conseil que je donne, c'est aller à la population, aller les voir, aller fréquenter les rues de Tombouctou, profitez-en. C'est un pays formidable, c'est une ville formidable. Et on continuera à faire un excellent travail au contact de la population et avec nos camarades des forces maliennes. Merci à cette brillante population de Tombouctou et des villages environnants pendant une dizaine de jours où nous avons traversé dans la soif, la faim, l'allégresse, avec comme seul objectif la libération totale et définitive des 3 régions du Nord. Tombouctou renoue ainsi avec sa culture. Chants et danses traditionnelles des groupes folkloriques avec le Djaba de Bella Farandi, le Hala des cultivateurs en passant par le Dimba des maçons, rythmé au son envoûtant des bouchers à Barbarba. Pour les organisateurs, il faut que Tombouctou retrouve son unité. Notre association ne peut pas rester à la marge de ce qui s'est passé. Les gens ont beaucoup fait. Nous aussi, nous avons choisi tout de suite, n'est-ce pas, de soutenir notre armée, l'armée française, avec une manifestation, n'est-ce pas, culturelle. L'occasion était heureuse pour les femmes de revisiter les bijoux et grands boubous traditionnels qui étaient interdits par les occupants.
Nous espérons qu'il sera de même pour les prochains jours pour Gao et Kidal. Le centre de formation professionnelle Bakatra a été victime d'incendie la semaine passée. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts estimés à environ 100 millions de francs CFA. Abdul Karim Kaba pour le reportage. Des machines brûlées, des portes, chaises, lits en fumée, c'est les dégâts causés par un incendie survenu la nuit de jeudi à vendredi dernier au centre de formation professionnelle Bakatra à Niamakro Cité UNICEF. Selon le promoteur Bakary Traoré, cet incident est causé par un court-circuit provoqué par un délestage. Le bilan s'élève à environ 100 millions de francs CFA de dégâts matériels. Le premier responsable du département de l'artisanat et du tourisme n'a pas manqué de mots pour consoler le promoteur. C'est avec une profonde affliction que nous avons découvert ce qui s'est passé. Bon, en fait, pour nous, il s'agit aussi d'apporter le soutien du gouvernement, du président de la République et du Premier ministre à Bakary Traoré après ce qui s'est passé, et aussi les efforts qu'il fait pour la réussite de l'artisanat au Mali. Malheureusement, en moins de 2 ans, nous venons d'assister à des incendies. Tout ce que nous avons pu faire, c'était d'apporter l'assurance. Le était bien compris par les artisans. Après, profiter des malheurs pour sensibiliser, mais je pense que c'est une occasion que les artisans comprennent qu'il faut aller vers l'assurance maintenant. Heureusement, on ne sait pas. Sport football était au programme au stade Mamadou Konaté. Il s'agit de celle du COB qui a réalisé le strict minimum, 1-0 face à l'Azom. Et le stade malien de Bamako qui est venu à bout des 11 créateurs de Nyarela par le même score, 1-0. Siragatou Sissé nous résume les 2 rencontres. Un mystère entoure ce choc au sommet de la 14e journée de Ligue 1. 11 créateurs de Nyarela 4e et stade malien de Bamako leader invaincu. Unique est stratégie homologue du stade malien, le français Pascal Janet. Le duel a tenu son rang. Il y avait de l'intensité dans les contacts. Le double rideau défensif érigé par Baïba a merveilleusement gêné les stadistes dans la transmission du ballon. Tout est fermé à la mi-temps, 0-0. Métamorphosé, le stade malien de Bamako joue à sa guise en seconde période. Morimakan Koïta, entré en jeu d'une frappe fouillettée, débloque la situation à la 53e. Dès lors, les 11 créateurs ont perdu leur vivacité et laissé les initiatives au stade malien. Mouri Makankou, 80e minute, Mandala Conté, 82e minute et Mamadou Koulibaly, 87e minute, se sont montrés maladroits face aux gardiens des 11 créateurs. Les Blancs assurent donc le service minimum. Le stade malien de Bamako, 40 points, continue sa balade royale en tête de la Ligue 1. En deuxième heure, l'on a eu droit à un mini-choc entre le COB 2e et l'Assom 7e au coup d'envoi. Les gardiens, comme des héros, ont procédé à des arrêts remarquables. Les offensives ont été anéanties par moments. Depuis quelques journées, le COB habitue ses supporters à réaliser un hold-up dans les derniers instants du match. Les Verts du COB ont presque un secret. À la 85e minute, Moriba Diop, entré en jeu et doté d'une grosse expérience, catapulte le ballon au fond des filets pour l'unique but de la soirée. Le COB gagne et consolide dans la foulée sa deuxième place avec 30 points. Puis de déloger le stade malien de Bamako du trône. La chronique santé du jour s'intéresse au programme élargi de vaccination pour la réduction de la mortalité infantile. L'État a décidé d'offrir aux enfants de 0 à 9 mois un certain nombre de vaccins. Aujourd'hui, le Mali est à 7 vaccins contre 10 maladies mortelles chez les plus petits. Le seul problème qui se pose, c'est le manque de mobilisation des parents pour faire vacciner les enfants. Des perdus de vue qui représentent le 1/3 des enfants à vacciner dans notre pays, selon le Centre national d'immunisation Focus Santé. C'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Selon le programme élargi de vaccination PEV, tous les enfants nés au Mali ont droit à une série de vaccinations de la première semaine de leur naissance jusqu'à 9 mois.
Un programme exécuté depuis 1986 et qui vise à réduire l'effet des principales maladies mortelles sur la petite enfance. Chaque année, les vaccins du PEV coûtent à l'État et à ses partenaires environ 3 milliards de francs CFA. Mais selon le directeur du Centre national d'immunisation CNI, jusqu'à présent, un nombre important d'enfants au Mali ne reçoit pas tous les vaccins gratuits, spécifiquement ceux qui doivent être répétés pour assurer une immunité. Les vaccins nécessitant un certain nombre de contacts, notamment 3 contacts, ces vaccins connaissent quelques difficultés. Donc il y a un enfant sur 3 qui ne termine pas la série vaccinale. Et vous savez, pour que l'enfant soit immunisé, il faut qu'il respecte le calendrier et que ce vaccin soit administré conformément à la série que l'enfant doit recevoir. Au centre de santé communautaire de Yirimadio, le nombre des perdus de vue atteint les 34% des enfants enregistrés lors de l'administration du tout premier vaccin. Tendance observée alors que dans ce CESCOM, la vaccination de routine se fait toutes les semaines du mardi au vendredi, couplée avec les activités de suivi de l'évolution de l'enfant. En 2012 seulement, en début d'année, nous avons fait 3005 vaccinations en BCG, c'est la première vaccination que l'enfant reçoit. Mais au finish, nous avons eu 1990 enfants qui ont fait la rougeole. Vous voyez l'écart, voilà, un pourcentage vraiment important qui peut aller jusqu'à 7%. Et ceci est inquiétant parce que normalement, la rougeole, nous savons tous que c'est vraiment une maladie qui est très mortelle et qui est aussi très contagieuse. Malheureusement, les moments ne continuent. L'État même a essayé de mettre des politiques en place, telles que les moustiquaires par exemple, celle qui arrive à terminer sa vaccination au 9e mois, on remet des moustiquaires pour que vraiment elle puisse continuer à venir jusqu'au 9e mois. Les vaccins qui nécessitent des rappels et que les enfants n'ont pas souvent à temps à cause de leurs parents sont ceux qui protègent contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la méningite, l'hépatite B, la poliomyélite et la pneumonie. Les raisons du non-respect des rendez-vous se situent à plusieurs niveaux. C'est vraiment une méconnaissance jusque-là du calendrier vaccinal. Mais également, en réalité, les gens jusque-là nous ressortent qu'ils ne sont pas informés que c'est gratuit, alors que les vaccins sont tous gratuits. Je dis bien tous les vaccins du programme. Certains disent que l'enfant était malade, quoi. Oui. Et les jours fériés. Par exemple, le jour de Mauloud, on n'a pas fait de vaccination. Oui, c'était programmé. Pourtant, les vaccins, ce n'est pas tout ce que l'État prévoit pour les enfants. La vaccination gratuite du père commence de 0, c'est-à-dire depuis la naissance de l'enfant, jusqu'à 9 mois. Donc, mais ceci, ça c'est uniquement les antigènes. Mais le suivi de l'enfant continue jusqu'à 5 ans. Ce que beaucoup de femmes ignorent, juste après la vaccination du 9e mois, on pense qu'on doit plus revenir avec l'enfant. Alors que tous les 6 mois, on doit venir avec l'enfant pour qu'on puisse le peser, pour qu'il puisse avoir sa vitamine A pour assurer pleinement sa croissance. L'ignorance prive donc les enfants de certaines doses de vitamine A, de déparasitants tous offerts gratuitement et du suivi dont ils doivent faire l'objet. Quant aux équipes qui font le porte-à-porte lors des journées nationales de vaccination et des semaines d'intensification des activités de nutrition, même un enfant correctement vacciné au CESCOM doit accepter les doses offertes par les équipes mobiles. Il suffit que cet enfant soit éligible à ces campagnes de ratissage. Page noire de ce journal, notre aîné, ancien collègue et confrère Thomas Lazare Keita n'est plus. Il est décédé vendredi d'une longue maladie. Sorti de la 16e promotion du CESTI de Dakar, Thomas, à son retour à Bamako, intègre le RTM où il fut reporter, présentateur du journal Parler de 20h. Avec beaucoup d'autres jeunes à l'époque, il a été des grands pionniers de la chaîne 2 de l'ORTM avec une mémorable émission Maxi Compile. Après son expérience à Bozola, il part pour une nouvelle expérience, précisément la délégation générale aux élections comme chargé de communication. Thomas Lazare Keita a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure par de nombreux parents, amis et collègues. Isaac Chidou. L'homme est fait de poussière et il y retournera un jour. Thomas Lazare Keita s'en est allé. Il est né en septembre 1961 à Bamako.
Après ses études primaires et secondaires, Thomas Lazare Keita continue au CSI de Dakar où il décroche une licence en journalisme et communication. Après Dakar, il poursuit sa formation à l'université d'Aix-Marseille 2 en France pour approfondir ses connaissances. De retour au pays, il a intégré la fonction publique en 1994 et mis à la disposition du ministère de la Culture et de la Communication pour être affecté à l'ORTM. C'est un détachement à la délégation générale aux élections qu'il a perdu sa dernière bataille avec la maladie. Thomas Lazare Keita repose désormais au cimetière de Nyarela. Ses amis, parents, collaborateurs et collègues retiennent de lui un professionnel intègre et dévoué. Thomas, c'est un ami que je perds. C'est une amitié de près de 30 ans. Une amitié faite de complicité. Thomas et moi, nous avons tout partagé. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui aimait son métier. C'est un homme de conviction. Il a exercé ce métier-là avec passion, avec un sens élevé de responsabilité. Que son âme repose en paix. Thomas Lazare Keita était un homme franc, un homme de caractère et de principe. C'était un combattant. Il s'est battu pendant plus de 3 ans contre, de façon stoïque, il faut le dire, contre cette maladie qui finalement l'a emporté. Nous retenons de lui un homme sincère, franc et travailleur. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants, dont en paix Thomas. Que la terre lui soit légère, c'est la fin de ce journal. Retrouvez demain à 10h et 13h Nyanya Aliou Traoré. Je vous retrouve, si tout va bien, pour les éditions du soir. Mais avant, faites un tour sur notre site internet www.ortm.ml. Merci pour votre fidélité.